journal, Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. La poursuite de la subvention des engrais, la fixation du prix d'achat du coton graine aux producteurs à 285 francs CFA les kilos. Ce sont là quelques grandes annonces faites lors de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue hier à Koulouba. Le plan de campagne agricole adopté par cette session prévoit une production cotonnière de 780 000 tonnes pour un budget qui s'élève à 456 milliards de francs CFA. Comment booster la culture du soja au Mali? Le ministère du Développement rural et ses partenaires tentent d'élaborer une stratégie de plaidoyer dans ce sens. C'était à la faveur d'un atelier national pour le développement de la culture du soja tenu hier à Bamako, un atelier présidé par le Premier ministre. Le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali, on en parle dans la chronique de l'environnement avec Agibou Koulibaly. Il s'agit d'un projet qui vise à améliorer les services hydrométéorologiques d'alerte précoce, d'intervention d'urgence du pays, mais surtout à réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Et puis avec Aridou Matina, nous parlerons de toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité. Je le disais, le président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture, le colonel Assimi Goïta, a présidé hier matin à Koulouba les travaux de la 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture, CSA. Ce conseil a validé le plan de campagne agricole consolidé et harmonisé. Pour bonne nouvelle pour les cotonculteurs qui vendront le kilo de coton graine en 2022 à 285 francs CFA. Le budget de cette campagne s'élève à 456 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Dougou Fana Traoré. Dans la salle des banquets de Koulouba, l'agriculture dans toutes ses composantes était à l'honneur à la faveur de cette 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture. Le développement rural a exposé plusieurs produits venant des champs devant le président de la transition, chef de l'État, non moins président du Conseil supérieur de l'agriculture. Ces produits vont des céréales aux cultures de rente en passant par les produits maraîchers, de pêche et d'élevage. C'est dire que le président Assimi Goïta est soucieux du développement tous azimuts du monde rural. Sanoussi Di Babou Assila, président de l'APECAM. C'est le lieu pour moi d'adresser ma profonde et sincère gratitude à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, pour tous les efforts exceptionnels réalisés et en cours pour la réussite de la transition et donner aux Maliens leur fierté et leur dignité. Je voudrais citer entre autres la montée en puissance de notre vaillante armée qui a permis de rassurer les producteurs agricoles dans les zones de production, l'espoir d'aller dans leurs champs et de faire leur récolte et d'aller au marché. Les œuvres sociales du président de la transition pour soulager les souffrances de nos populations laborieuses et des réfugiés à travers la réalisation des forages, la remise d'équipements perfectionnés aux centres de santé et la distribution des vivres et autres matériels aux populations démunies. Et surtout, la visite de reconnaissance à l'endroit des producteurs de coton du Mali ce 19 mars 2022 à Koutiala, qui sera une date mémorable pour les producteurs agricoles en général et les cotonculteurs en particulier, car notre pays a reconquis sa place de premier producteur de coton en Afrique subsaharienne. La mise en œuvre du plan de campagne 2022 contribuera à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des revenus des producteurs à travers les résultats suivants. 10 500 000 tonnes de céréales et 780 000 tonnes de coton graine. Moudou Keïta, ministre du Développement rural. On retient de ce conseil de l'espoir et aussi une organisation du monde rural pour qu'il y ait plus d'emplois, une organisation du monde rural pour que les Maliens puissent se nourrir eux-mêmes. Nous avons fait le bilan de la campagne 2021 et nous avons fait les projections sur l'année 2022, 2023 et 2024. Aussi, il y a eu des annonces, il y a une loi de programmation des investissements agricoles qui va être mise en œuvre. Il y a aussi la quote-part des paysans dans l'engrais subventionné qui a été fixée par le président de la République à 12 500 francs contre 11 000 francs l'année passée, compte tenu de la hausse vertigineuse du prix de l'engrais sur le marché international. C'est que nous avons été premiers en matière de production de coton. Nous avons dépassé tous les records grâce à l'accompagnement de l'État. Nous-mêmes, à notre niveau, pris l'engagement de prendre des filières que nous voudrions soutenir pour que nous puissions faire les mêmes résultats qu'on a fait pour le coton. Il s'agit du maïs. En plus du maïs,
nous allons essayer de booster davantage la production de riz. Les produits émergents, notamment le soja, notamment le sésame, on voudrait les soutenir pour que le coton ne soit pas le seul produit de rente que nous exportons sur le marché international. Ce n'est pas tout. Près de 300 000 tonnes de pommes de terre, 760 000 tonnes d'oignons échalotes et 725 000 tonnes de mangue sont aussi prévues. Sachez que le Mali est le premier producteur de coton en Afrique subsaharienne avec 760 000 tonnes, deuxième pays d'élevage en Afrique de l'Ouest après le Nigeria et premier dans la zone UEMOA, troisième pays en Afrique dans la mise en œuvre de l'initiative de Maputo demandant 10% du budget national au secteur de l'agriculture. Le budget consolidé de cette campagne agricole se chiffre à 456 milliards de francs CFA. L'État prend en charge 31%, soit 176 milliards 200 millions. 44% sont à la charge des exploitants agricoles, soit 203 milliards de francs CFA. Et les 17% restants seront financés par les PTF. Et de grandes annonces ont été faites au cours de cette 12e session du Conseil supérieur de l'agriculture par le président de la transition. Elle concerne entre autres la poursuite de la subvention des engrais, mais surtout la fixation du prix d'achat du coton-graine aux producteurs à 285 francs CFA les kilos. Autrement dit, le producteur gagnera 5 francs supplémentaires sur chaque kilo. Pour rappel, le plan de campagne agricole adopté par cette session prévoit une production cotonnière de 780 000 tonnes. On retrouve Dougou Fana Traoré. C'est une campagne agricole 2022 qui s'annonce prometteuse. Le président de la transition veut inciter les cotonculteurs à produire plus cette année en fixant le prix d'achat du coton-graine à 285 francs CFA, soit une augmentation de 5 francs par rapport à la dernière campagne. La subvention des engrais fait également partie des grandes annonces faites par le chef de l'État pour développer les productions céréalières et maraîchères. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales pour améliorer leur rendement. Ce faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixée à 12 500 francs CFA. Cette quote-part pour l'engrais organique est fixée à 2 500 francs CFA le sac de 50 kg. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix au producteur est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures ci-dessus, réserver 10% des graines de coton aux éleveurs agréés ayant signé un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail et bœufs de labour à titre expérimental. Il reste attendu que les quantités seront vendues aux éleveurs par la CMDT selon les conditions habituelles de vente. L'opération sera suivie par le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces deux départements, en rapport avec la filière de production, conviendront des modalités de mise à disposition de l'aliment bétail transformé aux éleveurs et aux producteurs. L'opération sera évaluée annuellement en rapport avec la CMDT. Moins d'engrais importés, plus d'intrants locaux pour dépendre moins de l'extérieur et économiser des ressources, surtout en cette période d'embargo illégal et illégitime imposé au Mali. C'est l'une des nombreuses recommandations formulées par le chef de l'État à l'endroit des acteurs de l'agriculture. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. Notre quotidien, marqué par un embargo injuste, illégal et illégitime, doit être pour nous une source d'inspiration profonde pour permettre à notre secteur agricole de jouer tout le rôle qui lui revient dans le processus de notre développement économique, politique et social. Pour ce faire, je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également
de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre pour réduire des sols par l'emploi des fertilisants organiques. Le président Goïta recommande également de mettre l'accent sur la surveillance des maladies animales, de soutenir la production piscicole, de mettre en place un système national du conseil agricole pour un meilleur encadrement des producteurs. Il a ainsi annoncé le recrutement de 300 encadreurs avant d'insister sur la bonne gestion des ressources qui seront investies dans la mise en œuvre du plan de campagne 2022, soit 456 milliards de francs CFA. Et comme annoncé lors du Conseil supérieur de l'agriculture, un atelier national pour le développement de la culture du soja s'est tenu hier à Bamako. Il était co-organisé par le ministère du Développement rural et ses partenaires de JIMI et l'Institut international de l'agriculture tropicale. L'objectif est d'élaborer une stratégie de plaidoyer afin de booster la culture du soja. Les recommandations issues des travaux ont été remises au Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé la cérémonie de clôture. Drissa Koni. Plante d'origine chinoise, le soja a été introduit au Mali durant la campagne 1985 comme culture de diversification des revenus pour les zones cotonnières. Et depuis, le Mali ne dispose d'aucune sélection variétale de soja, ni de stratégie à court, moyen et long terme pour le développement de cette culture. C'est pour inverser la tendance que le ministère du Développement rural et ses partenaires JIMI et IITA, Institut international de l'agriculture tropicale, ont organisé cet atelier afin de mettre en place une stratégie de développement de la filière. Youssouf Traoré, vice-président de JIMI. Aujourd'hui, nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs actuels et potentiels pour développer la filière soja au Mali. Ces acteurs-là doivent débattre, échanger, afin de produire des recommandations à destination des autorités de tutelle, notamment le ministère du Développement rural, pour savoir dans quelle direction et quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour développer rapidement, avec un objectif extrêmement ambitieux de 100 000 tonnes de soja par an au Mali d'ici 5 ans. Modibo Keïta, ministre du Développement rural. C'est dire que cette culture convient parfaitement à notre système de production où nous cherchons à diversifier nos produits agricoles, diminuer les coûts de production, enrichir nos sols par l'apport de l'azote, couvrir nos pâturages par les fourrages, augmenter les revenus des producteurs agricoles, créer de la valeur ajoutée et améliorer leurs conditions de travail. Simple culture au départ, le soja regorge d'énormes potentialités qui, selon les acteurs, nécessitent sa valorisation. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le soja est riche en huile et en protéines. Ces graines renferment 40 à 50% de protéines et 20% d'huile, utilisées en alimentation humaine et animale. Le soja améliore la structure du sol, nécessite peu d'engrais et d'investissement et participe à la fixation de l'azote du sol. Le soja concourt ainsi à la création d'emplois et de revenus importants pour les producteurs. Les chiffres qui m'ont été présentés ici sont révélateurs. En effet, j'ai retenu potentiellement que la filière peut générer plus de 390 milliards de francs CFA, dont 130 milliards de masse salariale bénéficiant à 43 000 emplois directs et des emplois saisonniers supplémentaires pour environ 10% des agriculteurs, dont 35% de femmes. À cela s'ajoutent 90 milliards de recettes additionnelles fiscales et sociales annuelles pour l'État. Des recommandations relatives à l'organisation de la filière, la production, la transformation et la commercialisation du soja ont été formulées et remises au chef du gouvernement. Et ce communiqué numéro 30 de l'état-major général des armées, les FAMA poursuivent leur mission de sécurisation du pays dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Le communiqué est lu ici par Ibrahim Khalil Togola. Les forces armées maliennes FAMA, dans leur montée en puissance, consolident les acquis opérationnels qu'elles continuent d'engager depuis décembre 2021. Elles font face à des terroristes de plus en plus fébriles qui adoptent désormais l'évitement et se confondent dans la population tout en la maintenant par intimidation.
Ces terroristes en débandade disposent encore de capacités de nuisance reposant essentiellement sur les poses d'engins explosifs improvisés. Ils procèdent également au sabotage des réseaux GSM, aux tirs indirects sur les emprises et ont présentement comme mode d'action la prise des populations civiles comme des boucliers humains. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion que les FAMA maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Depuis notre dernier communiqué en date du 8 avril 2022, les FAMA continuent de conduire leurs activités de routine avec la sécurisation des foires et au sud du pays avec des actions majeures résumées comme suit. Sur le théâtre est de l'opération Maliko, une mission de patrouille conduite du 5 au 12 avril 2022 dans la zone d'Ansongo a permis l'interpellation de 10 suspects mis à la disposition de la prévôté pour des fins d'enquête. Les contrôles des zones dans les secteurs de Gao et Fafa ont permis la récupération de 27 têtes d'animaux au pont Wabaria à Gao et la saisie de 3 barriques de 200 litres et de nombreux autres bidons, tous remplis de carburant, soit environ 2085 litres. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les priorités opérationnelles ont porté sur la consolidation des acquis de l'opération Amoura, dont le secteur reste toujours une zone opérationnelle de haute surveillance. À Yuwaru, dans la région de Mopti, les opérations ont permis l'interpellation de 6 terroristes et la récupération de 257 sacs de céréales, constituant la zakat perçue auprès de paisibles populations. Après l'attaque des Donzo à Tchenchen-Bougou dans la zone de Nyono, ayant fait 4 morts et 8 blessés civils, la patrouille FAMA a procédé à l'interpellation le 4 avril 2022 de 2 suspects mis à la disposition de la gendarmerie pour des fins d'enquête. Le détachement FAMA de Djabali a procédé à l'interpellation le 10 avril 2022 de 5 suspects, dont 3 ressortissants européens. En zone sud, dans la région de Nara, une patrouille FAMA a procédé à la neutralisation de 2 terroristes et la saisie d'un congélateur de marque Sharp, 33 panneaux solaires de grand format, 4 batteries, dont 2 blindés, un groupe électrogène, un régulateur, une pompe à eau, 3 tonnes de petits milles, 7 sacs de riz de 50 kg, un sac d'arachide de 100 kg et plusieurs autres pièces de rechange des motos. Une patrouille d'opération a également permis de neutraliser un groupe armé terroriste sur l'axe Sebabougou-Djema. L'état-major général des armées rassure que les actions de recherche de renseignement, de surveillance, de recherche et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront. L'état-major général des armées invite les populations à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux, sachant que la leçon apprise pendant les dernières actions confirme l'emploi des civils comme des boucliers humains. Bamako, le 12 avril 2022. Le directeur de l'information et des relations publiques des armées. À 7 heures passées de 20 minutes, s'ouvre la page sport et c'est avec vous, Aridou Matina, bonjour. Bonjour, Brakissa Ouattara. Et depuis lundi, l'appel à candidature pour le recrutement des nouveaux sélectionneurs pour les Aigles est lancé. Le sujet intéresse alors plus d'un, dont les hommes de médias. Oui, le processus de recrutement des nouveaux sélectionneurs pour les Aigles du Mali est désormais en marche. Il faut quel type d'entraîneur à la tête des Aigles et quel doit être le premier travail de ce dernier une fois renvoyé dans ses fonctions. Baba Sissouma, journaliste au journal Match, donne son avis là-dessus. Il est joint au téléphone par Salif Diakiti. Le profil rêvé par la FEMAFOOT est un profil quand même de haut niveau, un entraîneur qui a un diplôme de haut niveau, un entraîneur qui peut s'adapter aux réalités du Mali, un entraîneur qui a un passé, un entraîneur qui a une bonne connaissance du football africain et du football mondial. Donc, c'est-à-dire que ça va être un entraîneur manager. Quelle doit être la première tâche du futur sélectionneur des Aigles? Alors, il faudra d'abord, pour moi, reconstituer l'équipe nationale, trouver un nouvel état d'esprit. Au fait, changer de management, faire rapidement la revue des troupes, voir qui peut faire quoi, qui est bien à cette place et
quel peut être le 11 type complémentaire. Pour Suleiman Bobo Tunkara, journaliste au quotidien national Essor, le futur sélectionneur des Aigles doit changer de méthode de travail. Il est joint au téléphone par Salif Diakité. Le nouveau sélectionneur, en tout cas selon le profil qui est demandé, doit être quelqu'un d'abord rassembleur et quelqu'un qui est prêt à résider au Mali. Je pense que ça déjà, sans mettre la pression aux futurs candidats, indique clairement les objectifs que la fédération vise. Donc ça, c'est une nouveauté. Quelle doit être la première tâche du futur sélectionneur des Aigles du Mali? Il faut d'abord, je ne dirais pas reconstruire l'équipe, changer de méthode de travail, il faut changer de discours, mettre beaucoup l'accent sur la communication, ça c'est extrêmement important, mettre beaucoup l'accent sur la reconstruction, sur la nouvelle mentalité à donner à l'équipe, parce que tout le monde est unanime que cette équipe regorge de talents, cette équipe a un potentiel technique suffisant pour pouvoir rivaliser avec l'élite africaine. Voilà, la date limite du dépôt des dossiers et des candidatures est prévue le 20 avril prochain. Élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Didier Drogba a déposé sa candidature. La légende du football ivoirien Didier Drogba est désormais candidat pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Ma candidature est celle de l'unité. Je vais rester dans la dynamique du développement du football ivoirien, a laissé entendre Didier Drogba. Outre Drogba, 5 autres personnes ont déposé leur dossier. L'élection proprement dite est prévue le 23 avril prochain. Ligue européenne des champions, les deux premiers qualifiés pour les demi-finales sont Villarreal et le Real Madrid. Oui, Villarreal et le Real de Madrid, deux clubs espagnols qui se sont qualifiés hier avec des fortunes diverses. Les sous-marins jaunes de Villarreal ont sans nul doute créé l'exploit des quarts de finale en allant éliminer la redoutable équipe allemande, le Bayern Munich, chez lui à Allianz Arena. Un but partout à l'aller, Villarreal avait battu le Bayern un but à 0. Le Real Madrid, lui, s'est incliné à domicile hier 3-2 face à Chelsea. Mais à l'aller, le Real s'était imposé 3-1 à Stamford Bridge. Un score insuffisant pour Karim Benzema et ses partenaires de se qualifier pour les demi-finales. Les deux derniers quarts de finale retour se jouent ce soir à 19h. Liverpool de Sadio Mané, victorieux à l'aller 3-1, reçoit Benfica à Lisbonne du Portugal. Le qualifié de ce match sera opposé en demi-finale à Villarreal et à la même heure, il y aura le choc Atlético Madrid-Manchester City. À l'aller, les Citizens s'étaient imposés un but à 0. Le qualifié de cette rencontre affrontera en demi-finale le Real de Madrid. Merci beaucoup, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement d'aujourd'hui s'intéresse au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Il cible les populations vulnérables au Mali. Le projet vise à améliorer les services hydrométéorologiques d'alerte précoce, d'intervention d'urgence du pays et de réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Agibou Koulibaly. De nos jours, le Mali est exposé au changement climatique. Les grands phénomènes climatiques qui perturbent les activités économiques dans les régions sont de plusieurs ordres. La nature aléatoire de la pluviométrie s'explique par l'irrégularité des pluies, la longueur irrégulière de l'hivernage et la répartition irrégulière des pluies dans l'espace. C'est ainsi que le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali vise à améliorer la fourniture et l'accès aux services hydrométéorologiques d'alerte précoce et d'intervention d'urgence du pays. Mamadou Adama Diallo, coordinateur du cadre national des services climatiques à Mali Météo. Nos services sont multiples. Nous faisons des services pour les différents domaines. Nous faisons des prévisions météorologiques pour la protection des personnes et des biens et pour la protection des usagers du fleuve. Et nous produisons des statistiques qui sont utilisées dans les domaines des BTP pour l'estimation des énergies. C'est-à-dire on a un ensemble d'informations et de statistiques qui sont utilisées pour la prospection et pour la planification et même l'exploitation des ouvrages. Donc tout l'ensemble de ces informations-là constituent les services climatiques. Keita Aïdambo, ancienne ministre de l'Environnement, présidente du réseau Energia Mali. Au niveau mondial, nous vivons beaucoup de péripéties. C'est vrai, il y a actuellement le Covid, mais les questions climatiques occupent et préoccupent beaucoup de monde. Donc, on a eu la COP
26 en décembre dernier et vous savez, beaucoup de décisions ont été prises. On s'attendait à mieux, mais les communautés et les collectivités sont en train de s'organiser pour une bonne résilience. Et résilience, c'est quoi? Connaître le problème et s'attaquer à la cause. Et s'attaquer, prendre les précautions qu'il faut pour ne pas trop subir les conséquences. Et je crois que de façon générale, au niveau du Mali, il y a beaucoup de compréhension qui commence à se faire par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Et de plus en plus, nous intervenons en tant qu'ONG, en tant que réseau, en tant qu'association au niveau de la base. Et c'est pour ça que c'est important de faire partie de ces personnes ressources qui peuvent appuyer, accroître la résilience au niveau du Mali. L'une des composantes du projet est d'améliorer les systèmes de collecte et de transmission des données de prévision et d'aide à la décision. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Le projet va bénéficier directement à 2,7 millions de Maliens à travers l'alerte précoce, la remontée des informations, la diminution du délai d'intervention en cas de catastrophe à travers une plateforme que nous avons développée et qui est vraiment opérationnelle déjà, qu'on appelle SOS Sécurité, à travers l'augmentation de la fiabilité des données ou des informations du Mali, météo et de la DNH, mais aussi à travers les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile. Et c'est un projet qui est financé par 3 bailleurs principaux, le Fonds vert pour le climat pour un montant de 22,75 millions de dollars, la Banque mondiale IDA pour 8,25 millions de dollars et pour le gouvernement du Mali 2 millions de dollars en nature. Il intéresse globalement 4 structures au niveau national. Il s'agit de l'Agence Mali Météo, la Direction nationale de l'hydraulique, du système d'alerte précoce et de la Direction générale de la protection civile. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD. Les problèmes sont les problèmes réels que nous vivons. C'est les problèmes de dégradation des terres, c'est les inondations, c'est vraiment l'insécurité, c'est les problèmes de sécurité alimentaire. À terme, il s'agit d'apporter des approches et technologies innovantes et résilientes au changement climatique en faveur des paysans pour renforcer et sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d'existence face aux impacts climatiques. Le projet couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal, réalisé et coordonné par Brahma Traoré. La mise en ordre est assurée par ensuite les avis communiqués avec Doudou Tembili. Excellente journée de mercredi à vous.